quel est votre rapport personnel à cette période des années, parce que vous ne l'avez pas connue, à la fois comment est-ce que vous vous y intéressez, qu'est-ce qui en ressort pour vous de cette période, je dirais presque intimement? Alors, intimement, je ne sais pas si... Mais c'est-à-dire que moi, je suis né en 86, donc 10 ans après le déclenchement de la dictature et 3 ans après le retour de la démocratie en Argentine. Ce n'est pas du tout une période que j'ai vécue, je ne suis pas témoin de quoi que ce soit. Mais j'ai une histoire familiale assez étrange. Mon père et ma mère se sont connus en France parce qu'ils faisaient partie de 2 familles qui étaient exilées ici, et qui ne se connaissaient pas, qui venaient de la même ville, mais et qu'ils ont dû fuir l'Argentine parce que ils appartenaient à des mouvements de gauche. Du côté de ma mère, il y avait dans sa famille des gens qui participaient à la lutte armée, et du côté de mon père, ma grand-mère, elle était une avocate très réputée qui défendait des syndicalistes de gauche à l'époque. Et tous les 2, côté de la famille, ont suivi des attentats et ils ont fui. Heureusement qu'ils l'ont fait parce que on sait bien comment c'est fini pour les gens qui sont restés. C'est-à-dire que j'ai grandi en écoutant beaucoup d'histoires. Il y a toute une résonance et il faut dire qu'il reste assez traumatique parce que l'exil c'est quand même traumatique dans l'histoire d'une famille. Il y a quelques membres de la famille qui sont restés en France, qui n'ont voulu jamais rentrer. Donc il y a toutes ces histoires qui résonnaient un peu dans ma tête. Et après j'ai grandi dans un pays qui a un regard assez parfois partiel sur le passé. Par exemple dans l'école primaire, c'était dans les années 90, c'était normal d'entendre des profs faire des revendications des militaires, comme quoi ils avaient mis l'ordre dans le pays, ils avaient fait ce qu'il fallait faire. Heureusement après, il y a quand même il y a eu un moment d'exercice de mémoire historique très fort avec des jugements et ça, je peux dire que par rapport à d'autres pays, c'est un pays assez avancé dans ces sujets-là. Il y a quand même dans les droits humains, il y a quand même un consensus aujourd'hui qu'il faut défendre évidemment, mais bon, je pense que ça il y avait du sens encore une fois à faire un film sur ça aujourd'hui. Alors, ce qui est passionnant dans le film, c'est que c'est un film historique, si on veut, mais c'est pas directement un film fondé sur des documents historiques. C'est plutôt un film de reconstitution, on va dire, d'une époque, et dans ce qu'elle peut avoir de plus, à la fois de plus précis, réaliste, et en même temps aussi de plus banal finalement dans cette petite ville. Voilà, la notabilité vit sa vie absolument normale, avec évidemment cette présence très encombrante, je dirais, d'un cadavre, en fait, d'un cadavre dans le placard. Hein. C'est un petit peu comme ça que moi j'ai vu le film, hein, comme une sorte de présence morbide qu'on essaye d'oublier, qui peu à peu contamine un petit peu tout. Donc c'est cette façon de filmer l'histoire est quand même tout à fait particulière. Pourquoi vous avez choisi ce biais-là? Je pense que vous avez dit un mot qui est clé, c'est le mot banal. La plupart d'entre nous sommes quand même banals. On ne va pas changer les cours de l'histoire de la planète. Et nous sommes donc une grande majorité. Et on fait trop peu de films sur les gens normaux, soi-disant, qui ne sont pas impliqués dans un moment historique comme c'était les milieu 70 en Argentine. Tous les films qu'on a fait, c'est soit sur des militants engagés, des révolutionnaires convaincus, ou peut-être alors de la répression, des militaires terribles, des grands vilains. Mais on n'a pas fait des films qui n'ont pas ces grands personnages et qui plutôt sont des gens de la rue, des quartiers, enfin qu'on croise tous les jours.
Donc il y a cet aspect de vouloir porter un regard sur la normalité, qui est quand même dangereuse, parce que quand on se croit normal, je pense que on entre dans une zone dangereuse. Qu'est-ce qui est la normalité finalement? Et en Argentine, figurez-vous, à l'époque, les militaires, ils ont distribué des, comment on dit ça, des calcamonis, on dit ça, qu'on colle aux voitures, dans les vitres des voitures. Des calcomanies. Des calcomanies, ils ont distribué, qui disaient les Argentins, on est droit et humain. Parce que la ONU, à l'époque, envoyait des inspecteurs pour essayer de trouver les centres de détention. Et donc, c'était les inspecteurs, ils étaient connus par le public comme les inspecteurs des droits humains. Donc, la contre-propagande du régime, c'était de dire que les Argentins ils étaient droits et humains. Ouais, donc, littéralement, ça reprenait. Donc, on voit bien où on va par normalité, cette idée de normalité qui peut cacher tellement de choses. Après, il faut le dire, ce film, il est ancré en 1975, donc quelques mois avant le déclenchement du coup d'État. Mais justement, c'est aussi un aspect assez négligé de l'histoire, puisque on est dans un débat soi-disant historique. Il y avait déjà toute une machine répressive qui était complètement en marche pendant le gouvernement de la femme de Juan Perón, qui a succédé Perón quand il est mort en 1974. C'était pas exactement la même dynamique qui a commencé en mars 1976, mais c'était les mêmes victimes. Alors, on parle très peu de ça, et c'était aussi une raison à vouloir établir le film un peu avant. Il y a eu un développement à ce qui est arrivé en 1976, et souvent on veut faire comme si c'était commencé du néant d'un jour à l'autre, et c'était pas du tout comme ça. Il y a eu toute une progression qui est négligée dans la mémoire historique. Et ce qui est, je trouve, très réussi aussi, c'est que cette tension, on peut prendre l'exemple évidemment de cette dispute au restaurant qui tourne mal, ça vient aussi de quelque chose d'assez banal finalement. Voilà. Et comment est-ce que vous avez eu cette idée de passer par là, par une dispute de restaurant comme ça qui va totalement bouleverser le film et donc lui donner son enjeu, je dirais, historique et à travers justement introduire le cadavre dans cette société, quoi. L'idée de cette scène, elle est venue comme la plupart des idées qui parfois marchent dans un film, d'une expérience réelle. Il m'est arrivé tout simplement d'être avec mon frère dans un restaurant et de voir, moi j'observe beaucoup les gens, j'aime bien écouter les dialogues des autres, et j'ai repéré quelqu'un qui arrivait au restaurant et qui cherchait une table pour une personne, et on lui a offert une table à côté de nous. J'ai entendu très bien qu'il disait « je ne veux pas m'asseoir à côté d'eux », il disait. Alors qu'il n'y avait pas vraiment une raison, je ne comprenais pas, c'était quelqu'un qui était dans un certain état mental, mais j'ai trouvé ça très intéressant pour début d'une scène, quelqu'un qui est obsédé par s'asseoir dans un endroit et pas dans un autre endroit. Et je me disais que ça serait génial pour une scène, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le film en fait. Ouais. Mais ce qui est très fort, c'est que cette scène vue qui ne devait pas avoir une signification particulière, tout d'un coup elle prend un enjeu, je dirais quasiment révélateur, quoi, de l'histoire, de la politique. Voilà, il y a cette idée d'introduire, je dirais presque la fable historique à travers ce cas particulier, ce détail. Il y a, je pense, une scène qui est conçue pour mettre en évidence ce qui est la complicité des majorités. Il y a quelqu'un qui est humilié bien plus de ce qu'il fallait, et il y a une majorité qui reste en silence. Peut-être il pense que c'est exagéré, qu'il ne faut pas parler à quelqu'un parmi tous les autres comme ça, de cette manière, mais ils restent en silence parce que ça leur convient. Et ça arrive très souvent, de rester en silence parce que ça nous convient, et ça m'intéresse, ce genre de tensions. Ouais, c'est à la fois l'idée de
faire la morale quand même. Il y a quelque chose d'affirmer ses valeurs comme ça, en toute bonne conscience, et en même temps l'idée d'une certaine lâcheté, d'une certaine lâcheté sociale. Oui, je pense quand même des formes sociales se met en évidence peut-être dans cette scène-là. Une question quand même sur ce qui est impressionnant dans le film, évidemment, c'est aussi l'acteur Dario Grandinetti. Il est parfait pour incarner cette sorte d'homme qu'on a envie de haïr et en même temps qui est totalement banal lui aussi. Comment est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu? C'est un acteur qu'on a nous repéré chez Almodovar dans certains films, mais que là on découvre vraiment comme il a une puissance d'incarnation de cela, de cette couardise un peu comme ça, qui est vraiment assez phénoménale. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres acteurs qui ont refusé les rôles. Dario, il le sait, c'est pas un secret, mais par miracle, lui, il a accepté. Et c'est un grand acteur de cinéma, il a fait une centaine de films, il est très connu, même hors de l'Argentine, dans la région, je dirais, en Espagne aussi. Et c'est rare d'avoir un acteur qui fait que du cinéma. Souvent, les acteurs, au moins dans le marché argentin, ils font beaucoup de théâtre aussi, mais lui, il fait que du cinéma. Et ça se voit, parce qu'il connaît il est très technique. C'est pas l'acteur à se poser des questions psychologiques, il ne demande pas où est-ce que ce personnage a grandi, le genre de questions que peut-être d'autres types d'acteurs va demander. Lui, il interprète les scénarios, il regarde où elle est la caméra et il joue en fonction de ça. Ça, c'est vraiment un trésor chez un acteur, parce qu'il fait la moitié, voire plus de travail que moi je devrais faire. Et c'était vraiment simple de travailler avec quelqu'un comme ça. Finalement, on l'a choisi parce qu'il est élégant. Quand il entre, il fait 1m90, quand il entre dans un endroit, il soulève les regards. Il est quelqu'un qui attire, il est magnétique. Et on devait avoir un avocat de Ville-de-Provence qui serait un personnage hyper respecté, admiré, sa famille entière. Donc lui, il était parfait pour ça. Alors l'autre travail qui est assez époustouflant, c'est évidemment sur la reconstitution de quelque chose qui est une sorte de patte années 70, que on avait plus l'habitude de voir, disons, dans le cinéma américain. On a l'impression de voilà, parfois d'être dans des films de Sidney Lumet, de Peckinpah, de Friedkin. Il y a quelque chose dans les couleurs, dans les vêtements, et même dans la technique utilisée. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment partie prenante totalement du film, c'est sa forme. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans cela? Est-ce que c'est à la fois par une sorte de fétichisme personnel, de cinéphile, ou qu'est-ce que ça veut dire aussi historiquement de faire ça? Alors, déjà, quand ce projet il a pris, quand il allait se faire pendant le développement, j'ai beaucoup recherché. J'ai fait de la recherche avec une équipe, j'avais une historienne qui travaillait avec moi pour vraiment avoir une récréation de l'époque et pas une expérience vintage ou rétro comme parfois on a souvent par exemple dans les pubs des 70 pleines de couleurs. On cherchait à reconstituer ce qui était les 70 dans une ville de province d'Argentine, pas en Amérique. Et donc pendant cette recherche on a commencé à se demander quelle était la culture populaire de l'époque, qu'est-ce qu'il y avait ces gens-là de l'époque dans leur imaginaire, c'était quoi les musiques qu'ils entendaient, qu'est-ce qu'ils lisaient, qu'est-ce qu'ils regardaient comme film. Donc on a regardé beaucoup de films qui étaient vraiment populaires à l'époque, qui avaient vendu beaucoup d'entrées, et des séries télé qui étaient extrêmement populaires à l'époque. Et là, c'était une occasion de redécouvrir en tant que cinéphile cette décennie qui nous présente peut-être les meilleurs films de l'histoire du cinéma, parce que quand on est cinéphile, on sait bien que les années 70, ils ont été magiquement les territoires d'apparition des très grands cinéastes, que ce soit Lumet, il avait bien commencé aux années 50, mais
par exemple Coppola ou encore Friedkin ou tous ceux-là qui ont forgé John Boorman, je sais pas. Je pense au cinéma américain parce que c'est le cinéma qui était le plus populaire en Argentine, franchement, à l'époque. Aussi le cinéma italien, il avait aussi sa part du marché. Je pense à Elio Petri, par exemple. Donc, quand on commence à repérer ces films, on voit bien une dramatique très particulière avec des outils desquels on s'est plus en servi après. Par exemple, les zooms ou les dioptries qui permettent d'avoir deux personnages en focal en même temps, comme c'était quelque chose qu'on avait fait beaucoup dans Les Dents de la Mer, qui est un film de 75 notamment. Parfois l'usage du ralenti. Le ralenti qu'on avait chez Peckinpah, souvent, des choses qu'après peut-être on a vu dans les vidéos musicales dans les années 90 et qui ont été peut-être bastardées. Et après, les cinéastes, ils se sont dit que c'était vulgaire d'avoir ces outils-là, mais il reste quand même des outils extraordinaires. Les zooms, en termes de ce qu'il permet en termes de narration, c'est dommage qu'on s'en sert si peu, je pense. Il y a même, je dirais presque une sorte d'archéologie technologique pour tourner le film. Je crois que vous avez utilisé des lentilles Panavision de l'époque. On a repéré des optiques Panavision de l'époque, donc les mêmes qu'on avait dans tous ces films qu'on vient de nommer. Aussi, on a rajouté une couche de grain de l'époque qu'on a acheté chez quelqu'un qui fait des scans des grains des différentes pellicules, des différentes émulsions. Donc après, les mix, il est mixé avec les fréquences qu'on avait normalement dans une salle mono de l'époque. C'est un mix mono, quasiment entièrement mono. Donc c'est un objet un peu étrange, il se veut en tout cas. Oui, il se veut comme une sorte de reenactment un petit peu d'un film d'époque. Et ça produit quel discours sur l'histoire parce que moi, ça m'a fait penser à... Il y a ce qu'on appelle par exemple en Allemagne la nostalgie. On a une sorte de nostalgie de la RDA à peu près de ce moment-là. Alors ça passe plus par des vêtements, des cornichons, enfin des choses comme ça, des marques. Là, on a l'impression aussi que c'est un travail aussi sur la nostalgie. C'est-à-dire que paradoxalement, cette période... elle suscite aussi beaucoup de nostalgie en Argentine et on a ce sentiment c'est une période qui est à la fois très critiquée, on a un retour critique vers ça et en même temps c'est la période de jeunesse quoi, voilà, la nostalgie ça va toujours vers quelque chose qui est sa jeunesse et le film est très subtil là-dessus je trouve. C'est-à-dire que par exemple la musique qu'on entend dans le film c'est toutes des chansons qu'on a choisi parmi les charts, les listes des chansons populaires de l'époque. Et c'est vrai que quand le film il a été montré en Argentine, notre public, c'était plutôt le public qui avait vécu l'époque, qui réentendait ces chansons après très longtemps et qui ressentait une grande émotion. Mais un mélange d'émotions, parce que comme vous dites, c'est pas exactement une nostalgie, c'est un mélange, je pense, des sensations. Je pense que vous le dites bien, la femme, ça accommode dans la société argentine, elle reste même aujourd'hui très conservatrice, même si maintenant c'est un moment de grande tension par rapport aux questions du féminisme. Mais à l'époque, c'était une société extrêmement conservatrice dans laquelle les femmes jouaient un rôle très encadré dans les familles. Et on essaye de montrer avec les films qu'elle est à côté de son mari, elle a peut-être des pensées, mais parce qu'il y a des éléments qui donnent à penser, mais elle va lui suivre quoi qu'il arrive. Je pense qu'elle est dans la négation, comme c'était le cas dans la plupart de la société à l'époque. Déjà, pendant la recherche sur ce qui était le style, la façon de sortir, d'aller au fait, dans l'époque, c'était très normal de mettre des perruques affreuses, de très mauvaise qualité. Et donc ça c'est très drôle à mettre en figurant. Donc on avait déjà choisi d'avoir beaucoup de figurants avec des perruques. Mais à un moment quelqu'un m'a dit pourquoi, vu que voilà, Dalí il est chauve, pourquoi lui il met pas une perruque?
Et moi, j'ai dit, s'il a une perruque pendant tout le film, ça va être ridicule, les gens ils vont faire trop attention à ça. Mais après, j'ai quand même réfléchi, je me suis dit que ça serait intéressant de penser qu'il a depuis un moment sa perruque, mais qu'il n'ose pas la mettre, parce que c'est quand même, c'est pas rien, d'un jour à l'autre, dans une ville qui n'est pas énorme, de sortir avec sa perruque alors que tout le monde sait qu'on est chaud. Et je me suis dit qu'il se sentirait peut-être léger de se voir un peu pardonné par ces étranges détectives et qu'il se dit, bon, ce soir, je vais mettre ma perruque parce que je m'en fous, parce que je fais ce que je veux. Finalement, tout marche bien. Et voilà. Parlons un peu de cet étrange détective, comme vous dites. Qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi est-ce d'où il vient cette idée? C'est-à-dire, je sais pas, moi je connais pas trop la télé française, mais en Argentine, toujours dans les journaux, comme c'est les journaux des 20 heures, il y a souvent quelqu'un qui s'occupe des crimes, et qui est un peu un détective, qui va même faire des recherches. Parfois, ils aident les policiers à trouver des pistes. Enfin, plus avant, maintenant c'est plus... Mais quand j'étais petit, surtout au début des années 90, il y avait des détectives de la télé qui étaient très connus et qui avaient des habits un peu à la Columbo, comme ça. Et donc on s'est dit que ça aurait été intéressant d'avoir un personnage qui tomberait comme ça, avec toute cette allure un peu de showman, très correct dans sa façon de se présenter, et qui pourrait découvrir tout, presque comme un savant qui détecterait la moindre des évidences. Et il est un peu inspiré de Columbo. Vous voyez bien Columbo? Oui, on voit Columbo, Peter Falk. Oui, voilà. Et en même temps, c'est le seul personnage, je dirais, qui se permet d'avoir un discours parfois ouvertement politique, idéologique, très idéologique, même très anti-rouge, presque une sorte de mystique de l'ordre, de la mission de cette Argentine qui va voilà, justement remettre de l'ordre social, des valeurs. Et puis c'est lui aussi qui dit cette phrase à la fin: ce pays n'a pas de mémoire. C'est quand même, voilà, tout d'un coup, ce que tout le monde veut pas, tous refusent de voir, lui il le dit comme ça. C'est-à-dire qu'il apparaît dans le film pour donner du sens à ce qu'il a fait l'avocat. Et il rajoute une couche de sens historique et politique très mauvais, mais c'est du sens quand même. Un fait qui a jusque-là, c'est un peu une banalité, un accident, une sorte de somme d'accidents qui ont abouti à la disparition d'une personne, mais qui jusque-là ne font que du chaos dans cette histoire. Mais il y a un personnage qui apparaît pour créer un sens dans ce film. Voilà. Comme une sorte d'agent de la fable, quoi. Il y a quelque chose comme ça. On peut penser comme ça. En même temps, il est chilien. À l'époque. Alors ça, c'est intéressant aussi qu'il soit chilien. L'acteur, il est chilien. Oui, oui. C'est un grand acteur et c'était une chance de lui avoir. À l'époque, il y avait, vous savez, depuis l'année 74 déjà, tout un plan de la CIA pour avoir beaucoup d'éléments chiliens en Argentine, des Argentins en Chili, en Uruguay aussi, un sorte d'échange d'agents répressifs qui allaient traquer ceux qui bougeaient de pays en pays. Donc c'était, dans l'imaginaire des gens qui connaissent un peu, c'est très normal d'avoir tout un Chilien dans une histoire comme ça. Mm-hmm. Il y a un arrière-fond qui est, évidemment, c'est crypté, hein, mais qui est toute cette élite de la répression, hein, que ce soit des nazis ou des militaires français formés à réprimer les jeunes, on va dire les jeunes gauchistes ou les militants indépendantistes. C'est quelque chose qui on a cette impression que c'est un arrière-plan du film qui est jamais là, mais c'est un arrière-plan, ça existe. Oui, c'est-à-dire, ça, ce que vous dites, c'est l'histoire, je pense, de la guerre froide. On peut résumer comme ça. On était dans le cadre de la guerre froide, et ces théâtres, on l'a eu en Argentine, on l'a eu en Asie du Sud-Est, partout dans le monde, avec des tortures, des disparitions. Après, le film, il essaie un peu d'échapper à ça, et pour plutôt porter un regard
sur quelque chose de concret. Une société, une classe moyenne argentine qui s'en sert d'un contexte pour s'en sortir, qui essaye de fermer les yeux sur des choses. Voilà. C'est une très bonne question. C'est tout à fait vrai. La plupart des grands partis politiques de l'époque, ils ont même demandé l'arrivée d'une dictature. Déjà, il faut dire que l'Argentine avait vécu à ce moment-là, pendant le XXe siècle seulement, au moins 5-6 dictatures. On n'avait jamais eu une dictature telle que celle qui allait arriver en 1976. Donc, ça n'avait pas le même sens. De dire un coup d'État, c'était un truc commun. Même si, en 1972, déjà, il y avait eu des cas d'extrême violence avec des fusillades terribles des prisonniers, etc. Mais je pense que c'est un peu comme vous dites, là, c'est vrai, il y avait un moment de désordre institutionnel, et quand même, il y avait quand même une petite bourgeoisie qui avait peur de perdre ses privilèges et qui se disait, bon, avec une dictature, on va peut-être normaliser encore l'économie, la vie sociale, les institutions, et après on fera des élections. Alors que, heureusement, on a bien appris, avec un coup infini, donc une génération qui a été sacrifiée, qu'il ne faut jamais donner le pouvoir aux militaires. Mais à ce moment-là, on croyait que ça faisait partie de la vie institutionnelle. Il y avait un parti militaire qui parfois pouvait venir donner un peu d'ordre quand les pays basculaient un peu. Je pense que c'est ça. Oui, c'est une des grandes déceptions de ce film, c'est qu'il n'y a pas de châtiment. C'est un film assez, presque un peu désespérant pour ça. Mais c'était un peu l'enjeu. Voilà, il n'y avait pas de châtiment. Il y avait une normalité qui était complètement, comment on dit, je sais pas, mise en abîme, je ne sais pas comment on dirait. Il y avait une normalité qui était hors de ce qu'on considère moral. Vous dites là, au lieu de mettre l'ordre, il laisse passer un meurtre, mais à l'époque on croyait que le meurtre c'était une façon de faire l'ordre. D'ailleurs, tous les meurtres qui sont venus après, ils étaient faits dans le nom de l'ordre. Donc voilà, il y avait cette mystique civilisation, barbarie, chrétienté, communisme, les rouges, enfin, qui a justifié les horreurs. Donc c'est pas un film où on peut avoir des coupables, des bons personnages. Personne n'est épargné, je pense. Absolument. C'est ce qu'on a appelé le processus de réorganisation nationale. Il y a quelque chose comme ça. Ça, faut dire que ça, c'est le nom que les militaires, ils ont donné eux-mêmes à ce qu'ils ont fait. Une sorte de litote, quoi. C'est une organisation naturelle. Donc longtemps, même quand je suis grandi, on parlait du processus, parce que ça restait dans l'imaginaire. Heureusement, aujourd'hui, on ne dit plus le processus. On parle de dictature, on parle de... On met le mot sur la chose, quoi. Voilà. On disait processus à l'époque. C'est un euphémisme terrible. Un processus va éliminer une génération de jeunes gens. Et c'est pas un processus. On va remercier encore Benjamin Neistat. Merci beaucoup.